Ici Isabelle Coulombe, coordonnatrice du Carrefour Jeunesse Emploi à Dolbeau-Mistassini. Nous vous invitons à venir nous rencontrer dans nos bureaux situés au 1201 des Érables, au 2e étage, en haut de l'Industrielle Alliance. Notre organisme s'adresse aux 16-35 ans qui désirent un soutien dans une recherche d'emploi ou leur retour aux études. Toute l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi est heureuse de la réouverture de la papetière de produits forestiers résolus et nous vous souhaitons un franc succès. La semaine dernière, Martin Leclerc lançait un livre qui s'intitulait Game Over, qui raconte la carrière d'Éric Gagné, le seul Québécois à avoir remporté le Cy Young. Un livre qui connaît beaucoup de succès au ventre, puisque je suis allé pour le chercher tout à l'heure, puis on m'a dit qu'il était en réimpression. Et pour en discuter, on parle avec l'auteur de ce livre, Martin Leclerc, aux éditions Tubé. Salut Martin! Bonjour! Martin, surpris du succès. On m'a dit que c'était en réimpression. Au départ, est-ce qu'on s'attendait à avoir autant de succès? Ben, écoute, moi, je savais que c'était une bonne histoire, mais de là à prédire le succès que Game Over connaît au palmarès en ce moment, non. Écoute, je pense qu'on n'aurait jamais pu imaginer ça. Je regardais ce matin encore le palmarès de Renaud-Bré, des librairies Renaud-Bré, puis de Archambault, et puis Game Over est premier au palmarès devant le nouveau livre de J.K. Rowling, qui est l'auteur de Harry Potter. Alors, c'est quand même pas rien. Fait que, écoute, je suis très flatté de ça, mais c'était difficile de prévoir que ce serait aussi populaire que ça. Le livre d'Éric Gagné raconte la carrière d'Éric Gagné. Évidemment, on a fait de grandes étapes. On va en revenir plus tard, c'est-à-dire sur ses aveux que à peu près tout le monde se doutait, puis que finalement Éric a avoué qu'il consommait des produits peut-être pas nécessairement recommandables. Mais ça raconte un peu sa carrière. Oui, écoute, moi, ça faisait longtemps que je trouvais que l'histoire de carrière d'Éric était assez phénoménal. C'est sûr que les gens s'attardent sur peut-être les 15 ou 20 pages du livre où on parle de dopage, mais il reste que son histoire est d'un point de vue sportif et d'un point de vue humain est complètement exceptionnelle. Tu sais, à l'époque où Éric a signé son premier contrat professionnel, c'était presque de la science-fiction pour un jeune Québécois d'accéder aux ligues majeures. Lui, à l'âge de 15 ans, a pris la décision de quitter le domicile de ses parents pour aller vivre seul en appartement à Montréal pour jouer dans un programme de baseball sport-études. Après ça, il est allé étudier aux États-Unis alors qu'il parlait pas un mot d'anglais. Il a été dépaysé totalement en Oklahoma, puis a joué pour un entraîneur qui était extrêmement dur, très, très exigeant, qui entraînait ses joueurs jusqu'à temps qu'ils vomissent 3-4 fois par semaine. Alors, ça prenait vraiment une détermination hors de l'ordinaire. Puis après ça, avoir la chance de tomber sur un recruteur qui a cru en lui, qui lui a fait signer un contrat, puis lui, après ça, a fait le travail, puis il s'est rendu jusqu'au sein d'une des plus prestigieuses organisations du baseball. Fait que juste ce bout d'histoire-là était phénoménal, mais là, ensuite, on ajoute les côtés sombres de sa carrière, puis là, ça devient une histoire absolument renversante. Là. Est-ce qu'on raconte dans le livre pour quelle raison qu'il n'a pas signé avec les Expos à l'époque? Oui, on explique dans le livre. Les Expos à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez un peu de la réputation qu'ils avaient, mais ils étaient gratteux un peu sur les bords. Ils économisaient leurs sous énormément. Et quand les Expos ont su que les Dodgers offraient 75 000 à Éric Gagné pour lui faire signer son premier contrat des ligues mineures. Ils lui ont fait parvenir un message pour dire qu'eux, ils lui offraient 5 000 $. Alors, ça peut être trop long comme négociation. Donc, les Expos ont manqué souvent dans leur histoire. Ils ont repêché à un moment donné un jeune Montréalais, un lanceur qui s'appelait Martin Mainville, qui était extrêmement talentueux. Ouais. Puis, ils l'ont laissé à lui-même dans les ligues mineures. Ils se sont pas vraiment occupés de lui. Puis ça n'a pas fonctionné. Mais c'est drôle de dire ça, mais ils avaient absolument dans leur organisation aucune sensibilité québécoise. Puis, c'est dommage, ils ont manqué leur coup avec Éric Gagné aussi. Oui, et Éric, sa carrière, on peut le dire, c'est Jim Tracy qui l'a vraiment... Lorsque Jim Tracy l'a converti en releveur, parce qu'à l'époque, je me rappelle les premiers départs d'Éric Gagné, lors du premier tour au bâton, c'était très bien, mais c'est après le deuxième tour, puis Jim Tracy a vu son potentiel, puis il en a fait un releveur, puis c'est à partir de ce moment-là, je pense que sa carrière a pris son envol.
Oui, ça, c'était une grande transformation. Quand Eric avait été embauché par les Dodgers, au départ, il était le releveur numéro 1 de l'équipe canadienne. C'est un rôle qu'il aimait beaucoup, qui correspondait bien à sa personnalité. C'est un gars extrêmement intense au monticule. Puis les Dodgers, eux, l'ont converti en partant. Mais quand tu es partant, tu sais, c'est pas la même approche. Il faut que c'est un peu la même différence quand faire le 100 mètres aux Jeux olympiques puis le marathon. Tu penses pas de la même façon. Il faut que tu préserves tes énergies. Il faut que tu utilises plus la stratégie, des fois, la finesse, que d'y aller avec la force. Alors, Eric, à un moment donné, quand il a vu que sa carrière commençait un peu à plafonner comme partant, il est allé voir Jim Tracy, puis il a dit, écoute, moi, je suis convaincu que je suis fait sur mesure pour ce rôle-là, puis j'aimerais ça que tu me donnes une chance comme releveur. Et Jim Tracy il a eu l'esprit très ouvert là-dessus, et ça a donné que ça a produit un des meilleurs releveurs de tous les temps. Là. Ça a été une bonne décision de la part de Jim Tracy. Oui. Martin, par la suite, on va parler de ce que tout le monde... Je pense que ça a fait beaucoup la couverture la semaine passée, les aveux d'Éric Gagné. Ça a même été sur ESPN. Je ne sais pas si tu as vu, la manchette s'est ramassée sur ESPN.com qu'Éric Gagné a mentionné que 80% des joueurs des Dodgers prenaient des produits pour un petit peu pour stimuler leur performance. Est-ce que Éric tu l'as senti soulagé d'avoir fait ces confidences-là? Moi, je pense que pour lui, ça a été une thérapie de faire ce livre-là. D'expliquer, surtout, lui, il voulait expliquer aux Québécois, parce que quand le rapport Mitchell est sorti il y a 5 ans, c'était le visage d'Éric Gagné qu'on voyait partout aux premières pages des journaux, à la télévision. Alors qu'aux États-Unis, les Américains, eux, ils étaient peut-être 80 à être nommés dans le rapport Mitchell, puis il n'y a personne qui les pourchassait comme ça. Là, fait que lui, il trouvait ça important de s'expliquer. Sur le 80%, ça me fait rire dans un certain sens que ça fasse un bouquin comme ça aux États-Unis, parce que on a juste à lire le rapport Mitchell, là, sur 89 noms, il y avait 16 joueurs des Dodgers qui avaient leur nom dans le rapport Mitchell. Il y avait même un entraîneur responsable du conditionnement physique là, qui s'injectait avec les joueurs au niveau 3A. Alors, tu sais, si on compte qu'il y a 25 joueurs dans une équipe, il y en avait 16 dans le rapport Mitchell, puis tu ajoutes une couple d'autres substances, comme les amphétamines qui étaient très, très populaires, puis d'autres substances, tu arrives assez facilement à 80% des joueurs. Oui, donc effectivement. Par la suite, on parle de son passage difficile avec les Red Sox de Boston, parce que lui, je pense, aurait aimé que ça fonctionne avec les Red Sox. Avant, il avait été avec les Rangers du Texas, ça avait bien été. Il était même revenu le releveur numéro 1 des Rangers à l'époque, et les Red Sox sont venus chercher pour préparer la terre pour Jonathan Papelbon, puis c'était un désastre, puis c'est là qu'on peut dire que la carrière d'Éric a pris une pente vraiment ascendante. Oui, ça a été très difficile pour lui à Boston. Les Rangers avaient fait une entente avec Éric lorsqu'il l'avait embauché. Il s'était engagé à l'étudier pas plus que 3 fois par semaine pour préserver sa santé, parce qu'il avait été blessé très sérieusement lors des années précédentes à Los Angeles. Puis vers la fin, les Rangers avaient une équipe très jeune à l'époque. Quand ils ont vu qu'il y avait une fiche perdante, puis que le temps qu'ils étaient pour échanger Éric à une autre organisation, mais là, ils l'ont fait lancer comme des 2-3 jours consécutifs. Là, ils se sont dit, on n'aura plus besoin de lui, on va l'échanger. Quand il est arrivé à Boston, il était déjà magané un petit peu. Et puis là, ça a mal été lors de dans les 2 premières semaines. Puis là, tout de suite, les partisans sont tombés sur son dos. Il se faisait pourchasser jusqu'à son appartement, il se faisait menacer de mort. Ça a été le cauchemar total. Puis il a vraiment eu de la difficulté à se remettre de ça. Il était devenu l'ennemi public à Boston. Là, c'était vraiment pas drôle. Et puis ça, je pense que ça a été, avec le recul, lui, il dit que c'est ça qui a tué la confiance qu'il avait eue quand il était dans ses belles années dans le baseball. C'est probablement là que la fin de sa carrière a commencé, là, parce qu'ils ont vraiment tué sa confiance durant ce séjour-là à Boston. Et, il y a une bague de la Série mondiale de cette saison-là, mais il n'est même pas capable de la regarder encore parce que il ne rappelle pas de bons souvenirs. C'est là qu'on voit que les athlètes professionnels qui se plaignent un peu de leur statut à Montréal avec le Canadien, que c'est rien comparé à ce qui se passe à Boston ou aux joueurs en Europe là, de football. Là, je pense qu'on est quand même bien avec les athlètes qui jouent avec le Canadien. Qu'est-ce que absolument. Il n'y a aucune comparaison entre les deux. Oui. Qu'est-ce que tu retiens? C'est sûr que vous êtes des amis, Martin, toi et Éric, mais qu'est-ce que tu retiens de ce livre-là? Ça a été une grande satisfaction pour Martin Leclerc d'écrire ce livre-là?
Oui, écoute, moi ça m'a pris presque 1 an et demi à écrire le livre. J'ai découvert des côtés de mon ami que je connaissais pas du tout. Pour les gens au Québec, la carrière d'Éric, on pensait toujours que c'était une carrière de rêve. On voyait juste les bons côtés, la gloire, Los Angeles, le védétariat, etc., l'argent. Mais j'ai découvert en écrivant ce livre-là les côtés sombres, les doses massives de médicaments, qui s'est fait injecter, la douleur de jouer blessé jour après jour. On parlait de Boston tantôt, le rapport Mitchell, je me suis rendu compte en écrivant ça qu'il y a 2 côtés à une médaille, puis que c'est pas... il faut que tu sois vraiment fait fort pour faire carrière dans le sport professionnel, parce que c'est loin d'être douillet puis joyeux à tous les jours. Puis de notre perspective, les journalistes et les partisans, souvent on voit pas ces côtés-là. Alors, il a été très très généreux de partager ça avec beaucoup d'humilité, puis avec pas beaucoup de pudeur. Il a vraiment mis ses tripes sur la table en faisant ce livre-là. Effectivement. Va-t-il avoir une version anglaise? Parce que Éric était très populaire à Los Angeles avec les Dodgers à l'époque. Est-ce qu'il y a une version anglaise déjà qui est entamée? Oui, la traduction a déjà commencé. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 éditeurs américains qui ont déjà téléphoné pour acheter les droits pour publier le livre aux États-Unis. Fait il devrait être publié aux États-Unis quelque part, aux États-Unis et au Canada anglais, quelque part au printemps prochain. OK. Ben, Martin Leclerc, très intéressant l'entrevue, puis je vais aller me le procurer dès qu'on va l'avoir en librairie, cette deuxième réimpression-là, puis on se reparle peut-être très bientôt pour parler d'autres choses. Avec grand plaisir. Voilà Martin Leclerc qui a écrit le livre Game Over, qui raconte la carrière d'Éric Gagné.